Donc, le CICMA est un cycle de 8 conférences de sensibilisation permettant de promouvoir des activités à vocation responsable d'exploitation des données spatiales grâce à l'IA, de rencontrer et fédérer les acteurs locaux et bien sûr de cerner les besoins et priorités locales et d'identifier les nouveaux usages pour être faits de ces technologies. Donc, en effet, nous sommes persuadés que le travail collaboratif avec les acteurs de terrain permettra de mettre en place les solutions répondant aux enjeux locaux et favorisera une utilisation souveraine de ces deux technologies très puissantes. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles, pour atteindre un plus grand nombre de personnes, chaque conférence se tient dans un pays différent africain. Elle est diffusée simultanément en ligne afin que le plus grand nombre puisse se joindre à nous au travers de ces conférences. D'ailleurs, toutes ces conférences sont enregistrées et vous pouvez les retrouver, l'intégralité de celles-ci en ligne sur notre site cscna.org. Donc, comme introduit brièvement, ces 3 conférences ont déjà eu lieu au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et nous avons eu la chance d'avoir des experts en IA tels que Marc Ridel, le docteur El Fala ou encore le colonel Ouattara. Et nous avons bien sûr eu des experts du New Space tels que Seï Cabrol, Gayane Faye ou Maram Kairé, et bien entendu les représentants de Prométhée, qui d'ailleurs seront aujourd'hui représentés par leur CEO et cofondateur, M. Nguyen, qui nous dira un mot d'ici quelques instants. Donc ceux-ci ont pu parler de concepts de base de l'IA et du New Space, leurs apports potentiels dans l'atteinte des objectifs de développement durable et promulguer quelques recommandations en matière d'usage responsable de ces technologies. Donc, je le disais, ces conférences internationales sont rendues possibles grâce aux contributions de divers acteurs que nous remercions chaleureusement. Et d'ailleurs, nous souhaitons à ce titre remercier le Centre de lecture et d'animation culturelle d'Anero, CLAC, pour son accueil et la mise à disposition des locaux dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Nous remercions d'ailleurs Maître Alexis Akerebero, qui se trouve à côté de moi, de nous accueillir ce jour. Donc, Maître Akerebero est maire d'Amelio et avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, acteur actif dans la promotion du droit au Togo et dans la sous-région. Et il a d'ailleurs notamment été très actif grâce à ces conférences qu'il effectue sur le continent et en Europe et autour de divers articles sur diverses questions juridiques. Et donc, sans plus tarder, nous allons lui laisser vous délivrer son message d'accueil. Monsieur le maire, nous vous remercions. Merci. De l'AC, Monsieur le Président de APRIA, cher ami le docteur Adja, et vous tous, les membres de APRIA, je voudrais très chaleureusement vous remercier d'avoir choisi la ville d'Anéo pour abriter cette 4e session au cycle de conférence sur l'intelligence artificielle. Le sujet qui a été retenu pour ce cycle de conférence est un sujet qui devise sur l'avenir. Et c'est pour cela que nous avons invité un public jeune afin qu'il porte en Afrique l'espérance de l'intelligence artificielle. Vous êtes donc très chaleureusement remercier chacun d'entre vous, Monsieur le préfet, le docteur Adja, tous les membres de son équipe et l'équipe du ministère, des anciens du ministère français de l'Intérieur, qui, au-delà de leur activité, continuent à œuvrer pour l'intelligence artificielle. Je voudrais donc encore une fois me réjouir du choix d'Anéfort et vous dire qu'Anéfort est une ville ouverte qui se veut ou qui veut devenir une ville intelligente et souhaite que les prochaines réflexions soient consacrées aux villes et l'intelligence artificielle, à ce que l'intelligence artificielle peut apporter à une amélioration du cadre de vie
des villes, à leur développement et à la cohésion des territoires. Je vous remercie de venir à Néfort et de vous sentir à Néfort comme chez vous, en espérant recevoir bientôt très physiquement le chef préfet et le docteur Adja afin de célébrer dans cette ville tricentenaire de la capitale du Togo l'intelligence artificielle qui est en devenir et le devenir du Togo. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le maire Josselot, de cet accueil pour vos disques et les déplacements à la gauche. Je vous assure que l'accueil est très agréable. Et pour ceux qui auront la chance de passer, il faut constater le fait à quel point ils sont bien ici et les personnes qui sont la question d'aujourd'hui est passée au politique spatiale à la stratégie nationale intelligence artificielle. D'ailleurs, la politique spatiale n'avait pas relève du domaine et porte à la fois sur les choix de développement, la part des politiques spatiales et la définition de l'organisation chargée de l'élaboration des choix. Disons qu'à la fois la question des programmations et militaires. De son côté, l'élaboration de ces filières permet de définir les conditions de priorité mondiale enrichies aux opportunités et challenges sectoriels au sein de cette technologie. Elle est tendance de l'insertion à la développement pour créer l'utilisation des liens dans le secteur public, privé, et bien sûr au sein de la société civile. Aujourd'hui, grâce à nos intervenants, nous allons pouvoir, au travers de leurs différentes interventions, apporter des éléments de réponse quant au rôle et l'efficacité au niveau national pour le développement du politique. Donc, ce jour, notre premier intervenant sera suivi de l'également le mouvement de la donc, le docteur Adja est placé plus encore au sein de la prestigieuse organisation nationale de la notamment celui de directeur de la psychologie, directeur adjoint de la psychologie économique ainsi que directeur de l'écologie générale de la son attachement pour la renaissance contemporaine est depuis à démontrer. Et c'est ainsi qu'en 2019, il a créé la FIA après avoir aussi souhaité œuvrer pour l'intelligence artificielle au sein de ses diverses fonctions. Animé par la volonté de contribuer à l'atteinte des ODD liées à l'éducation, l'emploi, l'innovation, la réduction des inégalités et la santé, le docteur Adja préside la FIA et sensibilise au travers de ses diverses actions les pouvoirs publics, le secteur privé et académique et la société civile francophone aux enjeux et opportunités d'IA. C'est donc fort de son expérience dans plusieurs pays et divers organismes internationaux que le Dr Adja, au travers de l'ANRIA, a décidé de faire de la recherche de solutions incluant l'intelligence artificielle, donc de permettre de trouver des réponses aux défis sociétaux que rencontrent divers pays. Nous l'accueillons donc sans plus tarder pour son discours sur les stratégies en IA et en Afrique. Dr Adja, si vous voulez bien. Merci, Madame la Directrice. Je voudrais commencer par saluer Monsieur le Préfet des Lacs et Monsieur le maire d'Aného, cher Maître Akerebourou, ainsi que toute votre équipe. J'aimerais saluer aussi les partenaires de la FRIA qui, ensemble, portent ce projet, notamment la Michemi, représenté en ligne par son secrétaire général, le préfet Jean-Martin Jaspès, délégué ministériel à l'intelligence artificielle du ministère de l'Intérieur, ainsi que les responsables de l'entreprise Prométhée. Je voudrais aussi, justement, dans le cadre de cette session, cette 4e session, me réjouir du fait que nous ayons choisi la ville d'Aného, qui devait accueillir la toute première activité de la FRIA en 2019, un symposium international, et il est heureux qu'aujourd'hui, quelques années après, que nous puissions reconfirmer cette ambition des autorités du Togo, au plus haut niveau, et en particulier des autorités de la ville d'Aného, pour faire de cette ville une plateforme en matière de numérique et d'intelligence artificielle.
Le thème qui m'a été imparti donc, concerne les stratégies nationales en intelligence artificielle. Et il s'agit justement de présenter un bref état des lieux, étant donné que, comme vous le savez bien, avec l'intelligence artificielle, nous sommes à une quatrième révolution industrielle. Après la première révolution, celle de l'imprimerie, ensuite, deuxième révolution, celle de l'électricité, et après, donc, celle de l'information. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'Afrique, en particulier l'espace francophone en général, se retrouve donc confronté à une quatrième révolution. Et le défi pour l'Afrique, c'est de faire en fait 4 révolutions en une seule, étant donné que le niveau de développement du continent nous montre bien que les 3 premières révolutions n'avaient pas complètement abouti à un développement, n'avaient pas complètement, ne sont pas encore complètement pilotées, comme c'est le cas dans d'autres régions du monde. En ce qui concerne justement la FRIA, notre objectif, comme cela a été rappelé tantôt, c'est de contribuer justement à la sensibilisation des décideurs, à la formation et à la communication pour contribuer à la transformation numérique du continent, notamment au service du développement durable. Nous avons à ce niveau, nous pouvons noter 3 grandes catégories, 3 grandes philosophies en matière d'IA. Il y a l'approche américaine de l'intelligence artificielle, l'approche chinoise et l'approche européenne. Alors, l'approche américaine de l'IA est surtout basée sur le recueil de larges masses de données, donc on parle de big data, donc de données massives, au profit surtout des entreprises. Des grandes entreprises aujourd'hui qu'on qualifie donc des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, et dans le sillage de cette entreprise, dont l'objectif est de recueillir le maximum de données et de pouvoir, à travers le traitement de ces données, avoir créé donc un modèle économique qui prenne en compte effectivement les besoins des utilisateurs, qui prenne en compte les usages des citoyens pour proposer justement ce qu'ils appellent de l'expérience augmentée afin de proposer des produits, donc de transformer ces données en outils de création de richesse. L'approche chinoise vise beaucoup plus le recueil de données au service de l'État, au service du contrôle du citoyen, au service justement de l'atteinte des objectifs du parti et de l'État. Donc, c'est une approche beaucoup plus étatique, tandis que l'approche américaine est beaucoup plus économique, donc liée aux entreprises. Et enfin, en troisième niveau, l'approche européenne basée sur justement une vision humaniste du traitement des données, une vision basée sur la loi, sur l'état de droit. Donc, une approche beaucoup plus légale, une approche beaucoup plus réglementaire, dont le summum, dont l'expression du summum, c'est l'adoption de ce qu'il est convenu d'appeler la réglementation générale pour la protection des données personnelles, RGPD, connue sous le sigle RGPD. Et cette approche européenne nous paraît celle qui pourrait le plus inspirer l'Afrique dans sa stratégie d'intelligence artificielle, c'est-à-dire une approche qui puisse être basée non pas uniquement sur le recueil de données au profit des entreprises ou au profit des États et gouvernements, mais aussi surtout au profit des citoyens, au profit de l'état de droit, c'est-à-dire de l'exercice des libertés, de l'exercice donc du droit à la vie privée. Cette approche européenne nous paraît proche des aspirations justement des populations à pouvoir disposer donc de leurs données personnelles, bien sûr, tout en contribuant à la richesse des entreprises, à la richesse des informations. Et il y a une approche, justement, cette approche paraît équilibrée et pourrait inspirer l'Afrique dans sa trajectoire d'intelligence artificielle. Bien entendu, il appartient à l'Afrique de pouvoir créer sa propre trajectoire en s'inspirant des 3 premières trajectoires et en ayant justement à cœur d'adapter les
les réalités de l'intelligence artificielle à ces réalités, aux réalités de la population, aux besoins des populations africaines, qui sont surtout l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, à l'énergie, des besoins liés à l'éducation massive des populations, étant donné que la grande majorité de la population africaine est jeune, moins de 18 ans, et il y a une réelle appétence en matière de technologie numérique. Nous sommes en train là de faire cette session donc, dans une ville comme Anécho, confrontée à des questions liées au changement climatique, liées à l'avancée de la mer. Donc, les stratégies nationales de l'IA, les stratégies de l'IA devraient aussi justement répondre à des besoins concrets des villes, pour en faire des villes durables, comme cela a été rappelé par le maire, c'est-à-dire trouver des algorithmes, des applications de l'IA qui puissent répondre aux besoins des populations. Et à ce niveau, il faut reconnaître que pas beaucoup de pays actuellement se sont lancés dans la rédaction de stratégies nationales en Afrique. Les principaux pays sont surtout des pays de l'espace anglophone en Afrique, l'Afrique du Sud, le Kenya, sont les tout premiers pays en la matière, et l'espace francophone, pour le moment, semble briller par un relatif retard en la matière. C'est pourquoi il faut saluer les efforts de certains pays comme le Bénin, qui sont actuellement en train de rédiger leur stratégie nationale. Et je pense qu'à ce niveau, il faut saluer aussi les efforts de certains pays comme le Maroc et la Tunisie, qui aussi s'illustrent dans ce domaine. Donc, vous voyez qu'on peut compter du doigt de la main les pays qui ont réellement des stratégies nationales au niveau de l'Afrique. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons de quoi nous inspirer. Nous pouvons, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous inspirer des expériences, que ce soit américaines, chinoises, européennes, et surtout européennes, c'est-à-dire des expériences basées sur une approche humaniste de l'IA, pour faire en sorte que le traitement des données puisse être justement compatible avec la vie privée des citoyens. En effet, pour résumer mon propos, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données, sans recueil de données massives. Et à ce niveau, il faut reconnaître aussi qu'un grand effort reste à faire au niveau des pays africains, parce que la tradition de recueil de données, la culture de collecte de données reste un chemin à emprunter pour beaucoup de pays africains. La question des statistiques, la question justement de là où trouver la donnée, la question de la collecte des données. Là aussi, il faut souligner que le nombre de pays qui se sont dotés de centres de collecte de données, qu'on appelle data centers, peuvent aussi se compter du bout des doigts. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut à ce niveau saluer l'expérience de deux pays comme le Sénégal et le Togo, puisque nous sommes au Togo, qui se sont dotés de data centers pour justement donner l'exemple de cette souveraineté des données dont souvent il est question dans les discours, mais qui reste à démontrer dans les faits, dans les réalités. Et une des façons d'atteindre de contribuer à cette souveraineté des données, c'est vraiment le stockage local des données à travers les data centers. Et c'est un enjeu très important. Nous pensons que dans la suite du développement de l'IA en Afrique, la création des data centers serait un des jauges pour mesurer justement les progrès en matière de stratégie nationale, parce qu'il s'agit d'une part de rédiger ces stratégies, de les faire adopter, valider, donc de créer le cadre réglementaire, mais d'autre part de se doter d'infrastructures physiques, de financement pour justement traduire ces stratégies nationales en réalité tangible et concrète. Et à ce niveau, nous devons saluer les efforts d'institutions à l'échelle africaine, comme Smart Africa au Rwanda, qui essaye de contribuer justement à une vision coordonnée du numérique en général, et surtout de l'intelligence artificielle en Afrique. Et la FRIA, justement, reste disponible pour contribuer aux efforts de ces institutions, aux efforts des États, pour justement créer des convergences et des synergies en matière d'adoption de stratégies nationales
et surtout de stratégies panafricaines en intelligence artificielle, parce que justement à ce niveau, nous pensons que des efforts doivent se faire, pas seulement au niveau national, mais surtout au niveau régional et au niveau continental pour doter les pays africains de stratégies qui puissent avoir de la pertinence et surtout qui puissent recevoir les ressources nécessaires auprès des institutions, notamment financières, sous-régionales et continentales, pour soutenir ces ambitions en la matière. Et comme nous parlons d'un cycle d'IA et de New Space, il faut aussi à ce niveau noter l'appétence de plus en plus marquée des États africains pour le spatial. Et c'est à ce niveau que nous devons saluer effectivement l'engagement de Prométhée à pouvoir contribuer à la sensibilisation des pays africains en matière de New Space, en matière spatiale. Et une des ambitions justement de ce cycle, non seulement c'est de faire cette sensibilisation, mais c'est de détecter les talents locaux et de pouvoir voir comment accompagner des politiques nationales, des stratégies nationales d'IA et de spatial, parce que là aussi, nous allons écouter les prochains intervenants, il y a des enjeux de développement durable. Et la FRIA, justement, s'inscrit dans cette dynamique de contribuer à ce que l'IA soit une donnée qui puisse contribuer au développement durable des populations en faisant le lien avec le spatial, mais aussi avec les autres domaines, que ce soit dans la santé, que ce soit donc dans l'ingénierie, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la banque et dans les finances. L'IA peut être un outil pour favoriser le développement intégré de l'Afrique dans ces différents domaines. C'est pourquoi je me réjouis avec toute l'équipe de la FRIA à pouvoir contribuer modestement à cette aventure qui consiste à ce que l'Afrique soit présente à cette 4e révolution industrielle pour justement le développement durable des populations. Je vous remercie. Notre intervenante suivante, c'est pour le moment retardée, mais peut-être nous allons passer à la 3e intervenante, M. Richard Colin-Folly. Donc, M. Folly est ce que l'on pourrait qualifier d'enfant-pays. Il est togolais, c'est un petit programmeur spécialiste du système d'information géographique. Pour son stage à la NASA, il a travaillé sur la gestion des risques de catastrophes et les prévisions météorologiques et climatiques. Il a souhaité en par la suite contribuer à la diffusion et au partage de ses connaissances dans le domaine spatial en devenant formateur en technologie pour l'ambassade des États-Unis au Togo. Il est devenu consultant en système d'information géographique et communication au ministère de l'économie numérique du gouvernement. Depuis quelques années, déjà, il se consacre désormais à l'entreprise qu'il a créée, donc, qui s'appelle l'African Geospatial Intelligence Agency, AGIA, société axée sur le développement des technologies du spatial et géospatiales. Nous avons eu la chance d'avoir M. Colin-Folly avec nous. Nous allons profiter du message qui va nous définir sur l'entrepreneuriat spatial au Togo. M. Colin-Folly, nous vous remercions de votre intervention. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Richard Folly, responsable de African Geospatial Intelligence Agency, une entreprise de recherche et de développement dans le secteur spatial. Et notre mission, c'est de combiner la technologie spatiale avec l'intelligence artificielle pour aider à sauver des vies, améliorer les conditions de subsistance des populations, mais aussi à aider en termes de résilience au changement climatique. Dans le cadre de cette conférence, il m'a été demandé de parler de l'entrepreneuriat spatial au Togo. Et pour ce faire, j'ai essayé d'identifier 5 points que nous allons discuter. Le premier, c'est une petite analyse du changement. Nous allons voir ensuite les segments principaux de l'entrepreneuriat spatial, le contexte togolais en 3e position. En 4e position, nous allons parler de l'importance de l'entrepreneuriat spatial pour le Togo. Et enfin, du positionnement de notre entreprise AGIA. En termes d'analyse du changement, vous savez,
le Togo, dans ce contexte, c'est un peu comme partout ailleurs en Afrique. Nos grands-parents étaient capables, par exemple, de regarder le déplacement des oiseaux pour prédire des saisons, ou de regarder l'activité des fourmis et prédire le niveau d'humidité du sol. Et donc, avec ces informations, ils étaient capables de planifier leur vie quotidienne, que ce soit pour semer des récoltes ou planifier l'arrivée d'un nouveau-né, etc. Mais aujourd'hui, cela n'est plus vraiment possible à cause du changement climatique qui amène un désordre total dans cet ordre naturel qui permettait à nos parents d'avoir des informations fiables. Et donc, pour moi, il nous appartient, en tant que scientifiques des temps modernes, de trouver des solutions adéquates aux défis les plus pressants de notre époque. Et je pense qu'une bonne partie de ces solutions peut être possible grâce à la technologie spatiale et à l'intelligence artificielle. En termes de segments, vous savez, quand on parle de l'entrepreneuriat spatial ou bien de technologie spatiale, généralement, c'est deux grands segments. Le premier qui est le vertical qu'on appelle upstream, où on va voir le développement de système design, de hardware, de mécanique spatiale, de lancement de satellites, d'exploration, etc. Et le second segment, c'est le downstream, qui est beaucoup plus l'utilisation des données issues de l'upstream, notamment les données satellites, le développement des plateformes décisionnelles et analytiques, etc. Et dans le contexte togolais, j'ai vu deux constats, c'est qu'il y a beaucoup plus de cabinets de systèmes d'information géographique et parfois de télédétection aussi, mais dont les prestations sont souvent restées classiques, comme la collecte de données, l'analyse des données, la production cartographique. Et on a moins d'entreprises spatiales à proprement parler. Et ce que nous essayons de faire au niveau de l'African Geospatial Intelligence Agency, c'est d'aller justement au-delà des prestations classiques en développant des outils basés sur l'analyse des données pour les différents secteurs du marché comme l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, l'économie maritime, entre autres. Maintenant, pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat spatial est important pour le Togo? Je ne vous apprends rien, je ne vous apprends pas que le secteur privé est beaucoup plus focalisé sur les solutions qui fonctionnent le plus rapidement possible pour les utilisateurs, tandis que le secteur public doit souvent passer par les processus qui peuvent prendre du temps. Toutefois, au lieu de voir cela comme une différence, il s'agit plutôt de les voir comme de la complémentarité, une opportunité de collaboration actuellement. Et ce qui appelle tout de suite à opter pour une approche de partenariat public-privé. Par ailleurs, pour le Togo, le Togo, je veux dire, occupe un positionnement stratégique dans la sous-région, notamment sur le plan économique. Déjà, on a le plus grand port en eau profonde de la sous-région. Sur le plan économique, nous avons les grandes banques, pour la plupart, qui ont leur siège ici, mais aussi sur le plan de la sécurité, le Togo occupe un positionnement stratégique. Et donc, ces secteurs que je viens d'énumérer sont des secteurs qui peuvent être énormément boostés par l'implémentation et la mise en œuvre de la technologie ou bien de l'entrepreneuriat spatial. Et dans ce sens, notre positionnement au niveau de African Geospatial Intelligence Agency, déjà depuis la création de AGE en 2018, on entend parler beaucoup plus de l'entrepreneuriat et de la technologie spatiale dans les échanges au sein de l'écosystème tech togolais. Et nous encourageons beaucoup la création de nouvelles entreprises dans le secteur spatial au lieu d'essayer d'occuper un positionnement de domination. Et en ce qui nous concerne,
j'ai énuméré tantôt les deux grands segments. Au niveau du segment downstream, qui est basé sur les données satellites et le développement des plateformes, nous mettons en place beaucoup d'outils, dont l'outil phare aujourd'hui, qui bientôt sera sur le marché, est un outil destiné aux agriculteurs, basé sur l'analyse de données satellites et pour lequel d'ailleurs nous avions eu récemment le deuxième prix régional du concours Tremplin Startup UEMOA. En ce qui concerne le upstream, nous avions vu qu'il y a quand même des pays, pas loin du Togo, notamment le Ghana, qui déjà a lancé son premier satellite, qui s'appelle Ghana Sat One. Et nous avions essayé d'approcher All Nations University, basée à Koforia au Ghana, qui est à l'origine de cet exploit technologique. Et nous avions signé un accord de partenariat, en tout cas un memorandum of understanding, pour qu'ils nous accompagnent dans l'implémentation de ce qu'ils ont fait pour le développement, pour que nous puissions emprunter le pas du développement de la mécanique spatiale et tout ce qui va avec. Donc, c'est en gros ce que je peux dire sur l'entrepreneuriat spatial au Togo. Je reste ouvert s'il y a des questions. Je vous laisse ici mes informations pour que la discussion puisse continuer après les échanges. Je vous remercie. Introduire notre prochain intervenant. Comme je l'ai indiqué, nous préférons que les intervenants puissent passer l'intégralité de leur présentation et nous réservons une session à la fin pour les questions. Donc, à la si vous êtes encore parmi nous, nous serons ravis de vous adresser les questions. Sinon, nous comprendrons que vous serez obligé de retourner à vos obligations. Oui, je vais devoir partir. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour introduire notre nouvel intervenant, j'ai envie de citer Corneille en ces termes. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pourquoi cette citation? C'est tout simplement parce que M. Manuel Ntumba est le plus jeune chercheur africain dans l'industrie spatiale. Inspiré par les usages positifs des technologies spatiales et maintenant inspirant les jeunes dans ce domaine, et j'espère que les personnes qui sont présentes ici seront elles-mêmes inspirées par cette personne, il a fondé une ONG qui se concentre sur la recherche et le développement pour les études spatiales durables. Il est également représentant national du Togo, au Conseil consultatif des Nations Unies pour la génération spatiale pour l'Afrique. C'est tout simplement un programme qui encourage une utilisation responsable des satellites sur le continent. La liste des activités est encore longue, donc je vais juste citer son rôle de conseiller auprès du groupe présidentiel de l'Union africaine sur l'élaboration d'une plan stratégique sur l'utilisation des technologies spatiales en Afrique. Donc, M. Ntumba nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et nous le remercions d'être en ligne avec nous et de nous livrer son message et son retour d'expérience sur la recherche spatiale en Afrique. M. Ntumba, nous vous remercions. Allô, bonjour à vous. Encore une fois, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Donc, je suis vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais faire une présentation scindée en deux. Donc, dans la première partie, ça sera focalisé sur la politique spatiale en Afrique et quels sont les différents partenariats et synergies qui sont en place pour soutenir le secteur géospatial et spatial en Afrique. Ensuite, je vais faire une seconde présentation brièvement où je vais présenter quels sont les projets de TODAS Global Network, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'alors et quelle est la vision, notre vision pour le futur. Donc, je vais partager mon écran.
S'il vous plaît, veuillez confirmer si vous pouvez voir mon écran. C'est bon? C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Donc, parlant de politique spatiale et d'intelligence, de stratégie d'intelligence artificielle en Afrique, donc la politique spatiale, ça se focalise sur euh, les différents processus pour établir des décisions politiques qui sont liées à l'espace. Donc, non seulement sur l'exploration spatiale, mais également sur les applications spatiales qui concernent directement la Terre. Désolé, ma présentation est en anglais, mais je vais me débrouiller. Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'avoir des coopérations et des collaborations à l'international et intercontinentales quand il s'agit autour de la politique spatiale? Donc, d'habitude, quand nous avons une vision restreinte, par exemple sur le plan régional ou bien national d'un domaine, parfois dans la recherche, ça aboutit à certaines erreurs d'observation et qui, à leur tour, vont aboutir à tirer des conclusions qui ne seront pas valables. Donc, voilà pourquoi c'est important d'avoir des collaborations et des partenariats autour de la recherche spatiale, mais également autour de l'innovation technologique, non seulement en Afrique, mais également au rang mondial. Donc, par exemple, autour de la politique spatiale, nous avons l'étude des cas de Copernicus et GMES en Africa. Donc, c'est une collaboration entre l'Union européenne et l'Union africaine, donc, qui permet de donner accès aux données satellitaires des satellites européennes, donc de donner accès à ces données-là aux pays africains. Donc, ils ont 14 consortiums en Afrique, dans toutes les régions de l'Afrique, et ces consortiums sont parfois des universités, parfois des entreprises privées. Donc, avec l'accès à ces données, ils peuvent utiliser ces données pour les implémenter dans leur secteur, dans les secteurs spécifiques. À part ça, il y a le projet DMOS, donc, qui, tout comme GMES et d'autres projets comme Galileo, Inspire, aussi le projet UN Spider des Nations Unies, qui aussi permettent de donner accès aux données géospatiales aux pays émergents et aux pays sous-développés. Donc, des accès qui sont donnés par les pays développés qui ont leurs propres satellites. Donc, la recommandation qui est important à relever, c'est l'importance d'avoir des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Parce que, tout comme M. Richard Folly l'a dit, parfois le secteur privé se focalise beaucoup plus sur les produits qui peuvent être directement consommés, mais le secteur public, ils doivent passer par des réglementations, la définition des stratégies avant de les implémenter. Donc, avoir un partenariat entre le secteur public et le secteur privé permettra au fait de connecter rapidement les ressources qui sont disponibles autour de l'implémentation de la recherche spatiale en Afrique, mais également autour de l'innovation technologique. Une autre raison, c'est le coût de l'exploration spatiale, le coût des recherches et technologiques. Donc, par exemple, quand on prend les coopérations internationales autour de l'espace, ça s'estime à plusieurs milliards d'euros. Donc, ce qui fait que si uniquement des pays africains ou bien des pays émergents, des pays sous-développés allaient se lever uniquement pour porter des projets à l'échelle nationale, cela leur coûterait beaucoup plus. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart des pays
tous les pays ont besoin des données géospatiales. Donc, ils ont besoin de ces données, de les intégrer avec, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, mais également pour d'autres applications comme observation de la Terre, dans l'agriculture, dans d'autres secteurs. Mais le fait qu'ils ont, par exemple, d'autres priorités, ils doivent construire des écoles, ils doivent construire des hôpitaux. Donc, tout ça fait qu'ils ont beaucoup de pression et les pays émergents et sous-développés ont tendance à négliger le secteur géospatial. Mais avec ces coopérations à l'échelle internationale et des partenariats publics et privés, cela permet à ces pays-là de faire face à leurs priorités tout en ayant accès à ces données géospatiales. Donc, je vais continuer avec la deuxième présentation. Donc, qu'est-ce que TODAERS Global Network? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi s'agit-il? Donc, TODAERS Global Network, c'est un partenariat public-privé, donc à l'échelle mondiale, avec une vision d'apporter un appui au développement durable mondial, également à l'innovation technologique, mais également au progrès socio-économique. Donc, nous avions commencé en 2020, quand nous avions commencé en 2020, notre focus, c'était plus sur TODAERS Research Organization. Mais cette année, nous avons lancé la deuxième division, donc qui est TODAERS Enterprises Group. Donc, c'est les deux combinés qui forment TODAERS Global Network. Donc, TODAERS Enterprises Group se focalise sur dans le conseil, donc stratégie consulting, management consulting, et aussi nous donnons de l'expertise dans le secteur de géostratégie, intelligence géospatiale et aussi de la mondialisation, à la fois pour les gouvernements et aussi pour le secteur privé. Donc, TODAERS Research Organization que nous avions en place depuis 2020 se focalise alors sur la promotion du développement durable à travers la recherche et le développement au soutien des ODD des Nations Unies. Donc, dans notre bureau exécutif, donc je suis le cofondateur, mais nous avons également une des Chair of Global Leadership and Entrepreneurship, donc un membre du bureau. Son nom c'est Miss Madame Shelley Brunswick, donc elle est des USA et elle est à la tête de l'organisation Space Foundation. Donc c'est l'une des organisations les plus reconnues dans le secteur de l'espace en Amérique. Également, nous avons Monsieur Thomas Van Matre, il est à la tête de Satellogic. Avant de rejoindre Satellogic, qui est une entreprise multinationale dans le secteur géospatial, avant de rejoindre l'entreprise en tant que vice-président of Global Business Development, du commerce international. Avant de prendre cette position, il travaillait à la National Geospatial Intelligence Agency, donc l'agence d'intelligence géospatiale nationale de l'Amérique des USA, avant de rejoindre ça. Donc, aussi, nous avons Monsieur Fernand Isseri, donc du Cameroun. Donc, il était le président du Comité des Nations Unies qui s'occupe de la gestion de l'information géospatiale, donc UNDGIM, United Nations Committee on Global Geospatial Information Management. Et actuellement, il est toujours dans le bureau, donc c'est eux qui s'occupent de la région de l'Afrique. Donc, quand il s'agit de la gestion de l'information géospatiale pour les Nations Unies. Également, nous avons monsieur le ministre, professeur Akoda Ayiwata, qui est aussi dans notre bureau depuis 2020. Donc, il est le ministre de la Communication du Togo, mais également porte-parole du gouvernement togolais. Donc, à part ça, donc, dans ces 2 dernières années d'existence, nous avons eu la chance
Donc, il y a eu des médias qui nous ont interviewés, qui ont parlé de nos activités et de nos succès. Donc, nous avons la BBC News, nous avons la Tribune de la France. Nous avons également Ecofin Agency, donc de Suisse. Nous avons CN News, nous avons DPA International, qui est l'agence de presse allemande. Nous avons également Nessenstein Forum, African Shapers et l'Agence d'information d'Afrique centrale, qui sont également des médias bien reconnus en Afrique. Donc, nos partenaires et nos collaborateurs jusqu'alors, donc nous avons récemment, en avril dernier, organisé le premier forum donc de FES African Geospatial and Socio-Economic Program, Progress Forum, donc le forum sur le secteur géospatial et le progrès socio-économique en Afrique, donc en collaboration avec l'UNESCO. Donc, c'était un événement en mode hybride, donc qui était à la fois à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais également il y avait des conférenciers qui ont fait la conférence en ligne. Également, nous avons travaillé avec le panel présidentiel de l'Union africaine de l'année dernière. Donc, l'année dernière, la République démocratique du Congo était à la tête de l'Union africaine pour 1 an. Et avec le panel, nous avons développé un rapport donc, qui sera disponible au public en juin. Donc, actuellement, c'est disponible au gouvernement. Donc, une feuille de route sur l'utilisation des technologies géospatiales pour soutenir le progrès socio-économique en Afrique, mais aussi focalisé sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous faisons partie aussi du programme Erasmus+, Sector Alliance de l'Union européenne. Nous sommes aussi partenaires avec Space Generation Advisory Council. Donc, j'étais responsable de partenariat pour Space Generation Advisory Council de mai de l'année dernière jusqu'à cette année, donc pour 1 an. Donc, Space Generation Advisory Council est affilié directement au Bureau des Nations Unies qui s'occupe des affaires liées à l'espace, donc UNOSA, United Nations Office for Outer Space Affairs, donc qui est en charge de l'appui ou bien de l'implémentation du programme des Nations Unies sur l'application spatiale. À part ça, nous avons travaillé avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le ministère de la communication du Togo également avec Space Foundation et Satellogic, des partenaires qui sont représentés dans notre bureau également. Donc, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Et aussi, vous pouvez visiter notre page LinkedIn ainsi que notre site web pour avoir plus d'informations sur nos projets à venir. Donc, c'est aussi une opportunité de dire que bientôt, nous allons lancer notre TODAS Global Fund. Donc, c'est un fonds qui permettra de soutenir les entreprises et les startups dans le secteur d'innovation. Donc, non seulement dans le secteur géospatial, mais également dans des secteurs comme l'intelligence artificielle et d'autres technologies également. Donc, merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous approcher à tout moment. Merci. Donc, je tenais à m'excuser. Je suis un peu plus anglophone. Donc, ces temps-ci, malgré que je suis congolais-togolais, donc excusez-moi un peu si le français était un peu trop anglophone. Merci à vous. Monsieur Timbal, nous vous remercions pour votre intervention. Et pour notre part, ici, nous n'avons pas ressenti cette problématique de la langue anglophone. Donc, on a été ravis d'avoir un autre représentant parmi nous pour parler du domaine spatial. Et nous vous remercions également pour votre disponibilité et l'ouverture pour que nous puissions poursuivre les débats et nous adresser de nouvelles questions. Donc, comme je l'ai dit, nous poursuivons et enchaînons les présentations pédagogiques. Nous arrivons déjà avec notre dernier intervenant, mais qui n'est pas des moindres. Il s'agit de M. Guillaume Nguyen, qui est le cofondateur et CEO de Prométhée. Prométhée est un opérateur français qui se
intervenant sur la création de constellations de nanosatellites. Mais ce qui est important de souligner à nouveau, c'est que M. Benguienne est également un des co-organisateurs du CSIANA. Comme je dis, le CSIANA est l'ouvrage de trois entités qui œuvrent sa mise en place. Et donc, M. Benguienne est un visage que vous voyez aujourd'hui en ligne de son entreprise pour le CSIANA, mais je vous assure qu'avec M. Benguienne, il y a beaucoup d'autres personnes qui s'impliquent et qui font que ces événements ont lieu. Donc, pour revenir à M. Benguienne, il est un ancien responsable de projet chez Ariane Group. Et comme j'ai dit, il est prometté, donc jeune poule du New Space, et en train de devenir un opérateur français incontournable sur son domaine, donc la création de constellations nanosatellites destinées à l'observation de la Terre. Et il a dit cette solution à la création d'une plateforme d'analyse d'images et ça permet à Prométhée de pouvoir offrir des solutions au service des ambitions spatiales des pays tels que ceux du continent africain. Donc, M. Nguyen, nous vous remercions chaleureusement d'être présent, de nous accompagner ainsi que toute l'équipe pour la mise en place de ce CSIANA. Et nous sommes impatients d'écouter votre exposé sur les politiques spatiales en Afrique. Merci. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être présent pour cette 4e session et de pouvoir donc parler effectivement de politique spatiale en Afrique. Donc, je tiens à remercier d'abord le président de l'AFRIA, Monsieur Dr Eric Adja, ensuite Monsieur Maître Alexis Akerebourou, Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, et tous les organismes et nos partenaires, donc Amichemi bien évidemment, pour nous permettre de participer à cet événement, dans ce cycle de formation que nous avons construit pour justement vous donner un aperçu de ce que pouvait amener donc l'hybridation de l'intelligence artificielle associée aux technologies du space. Très bien. Merci. Donc, tout d'abord, pour parler de programmes spatiaux concernant l'Afrique, il faut savoir que l'Afrique est un continent très propice au développement de programmes spatiaux et ceci explique en grosse partie pourquoi on a vu une accélération de la mise en place de ce type de projet. Une première raison, c'est d'abord l'expansion démographique. Donc, je rappelle que l'Afrique est le continent pour lequel le taux de croissance démographique est le plus important au monde. Une jeunesse des habitants qui représente environ 50% de la population à moins de 30 ans. Et donc ça, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de téléphones mobiles que d'habitants, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le lien avec la politique digitale liée au continent qui, quelque part, favorise l'émergence et l'utilisation de types de données, et notamment dans le domaine de l'observation de la Terre. Il y a bien évidemment tout ce qui est lié à l'urbanisation et le développement économique, pour lequel aujourd'hui il y a l'opportunité de pouvoir s'assurer que lorsqu'on développe des choses, on s'assure qu'on respecte tout ce qui est l'environnement, parce que ça ne suffit pas mettre en place de nouveaux bâtiments, des routes, des écoles, des infrastructures, mais aujourd'hui on s'aperçoit que tout ce qui est terre dégradée et donc a un impact majeur sur la lutte du réchauffement climatique, donc qui est mon 5e point, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en considération ces deux aspects, le développement, mais également l'environnement dans lequel tout cela est mis en œuvre. Et enfin, bien sûr, la sécurité. Donc, sécurité qui peut être liée à des catastrophes naturelles qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et donc, pour lequel aujourd'hui, la sécurité au niveau des frontières, par ailleurs, est un point majeur. Next, voilà, merci. Donc tout ça a pour conséquence, donc un impact direct donc sur le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont les pays les plus fragiles qui en subissent les conséquences. C'est pour ça que c'est un enjeu énorme de faire en sorte que les politiques spatiales qui soient mises en œuvre prennent en considération ce point-là. Voilà. Aujourd'hui, donc on voit que les premiers continents qui souffriront le plus de l'impact du réchauffement climatique, c'est en particulier l'Afrique, avec un impact directement sur les terres qui risque de réduire les capacités agricoles du pays et donc amener des conséquences économiques assez désastreuses, mais également humaines et sécuritaires, puisque donc si aujourd'hui tout ce qui est santé alimentaire est lié aux terres agricoles, et si demain ces terres ne sont plus cultivables
de par l'impact du réchauffement climatique, ça aura des impacts énormes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des accords internationaux qui ont pour objectif de soutenir cet enjeu majeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, le spatial est au cœur des agendas des politiques internationaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les programmes spatiaux sont un enjeu clé pour l'Afrique, parce qu'il est nécessaire d'avoir des outils pour répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, donc, l'accord de Paris pour la lutte contre le réchauffement climatique, vous avez tout ce qui est objectif de développement durable 2030 fixé par les Nations Unies. Le One Planet Summit, qui est le projet qui a été mis en œuvre plus récemment, en janvier 2021, pour justement lutter contre le dérèglement climatique. Et enfin, les accords de Sendai pour lutter contre les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, globalement, tous ces accords font appel pour 2/3 de données à l'observation de la Terre, donc à la donnée spatiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le spatial, c'est la technologie spatiale de l'observation de la Terre. C'est le seul type de technologie qui permette d'avoir une vision dynamique des territoires pour comprendre ce qui s'y passe, pour suivre, mais surtout pour pouvoir agir de manière efficace. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un grand continent. Les pays, ce sont de grandes frontières. Et sans pouvoir voir de manière permanente, en temps réel, sur les grandes surfaces, que peut offrir le satellite, et pas d'autres technologies comme les drones ou les caméras, c'est le seul moyen de pouvoir agir efficacement face à tous ces enjeux-là. Donc, au-delà des accords politiques que j'ai cités préalablement, les politiques spatiales qui ont été mises en œuvre jusqu'à maintenant ont d'autres enjeux, notamment nationaux. Le premier, c'est renforcer son prestige national. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une course en Afrique sur la souveraineté spatiale. Nous avons vu, on verra quelques chiffres après, une accélération du nombre de pays qui ont décidé de lancer leur premier satellite et pour lequel aujourd'hui la tendance risque de continuer dans les prochaines années, ce qui est une bonne chose, puisque ça va permettre comme ça à l'Afrique d'avoir leur propre autonomie pour répondre à ces enjeux que j'ai cités auparavant. Et par ailleurs, il y a des réflexions au niveau continent, notamment avec l'Union africaine, que je développerai juste après. Le deuxième point, c'est développer un écosystème industriel local. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le spatial, même si effectivement le marché reste encore très tiré par des instances institutionnelles ou gouvernementales, il y a un marché commercial en forte croissance qui représente plusieurs milliards, cependant, et pour lequel aujourd'hui, le moyen de l'adresser, c'est au travers de l'économie privée. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on connaît le potentiel que l'Afrique peut avoir dans l'usage de l'application, avoir des industries locales pour pouvoir bénéficier et profiter de ce marché est un enjeu majeur. Donc, des approches qui, à la fois, associent les acteurs publics et les acteurs privés est un enjeu majeur pour répondre à cette demande qui est aujourd'hui, et vous le verrez avec des chiffres par la suite, vraiment mondiale et pas justement locale. Et aujourd'hui, au travers associer les politiques de digital qu'il y a associé à l'économie et une expertise nationale dans les nouvelles technologies est un moyen majeur. Et ça, c'est une grande force que l'Afrique a, et au travers notamment de toute la promotion qui est faite par l'Afria, voilà, donc c'est quelque chose pour lequel on sent une certaine sensibilité à justement profiter de ces ambitions et ces politiques digitales des différents pays pour justement permettre de répondre à ce marché mondial, une fois de plus, de plusieurs milliards. Et enfin, être souverain sur des décisions stratégiques qui nécessitent d'avoir du renseignement géospatial, donc pour comprendre ce qui s'y passe et ne plus, entre guillemets, subir des informations, des décisions prises par des pays tiers, parce que justement le pays n'est pas autonome ou souverain pour justement pouvoir comprendre ce qui s'y passe et pouvoir agir. Et enfin, et donc prédire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là, avoir une industrie spatiale et une souveraineté sont devenus un enjeu national qui se traduit par des faits de manière de plus en plus rapide et surtout qui s'accélère en Afrique. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau continent, il y a donc l'Union africaine qui regroupe l'ensemble des pays africains, a décidé de mettre un agenda qui s'appelle 2063, dont l'objectif, c'est permettre à l'Afrique de devenir une puissance mondiale. L'idée, c'est vraiment d'associer à la fois un enjeu très fort au niveau de la formation, associer l'ensemble des technologies qui touchent le spatial, donc à savoir tout ce qui est télécommunication, bien sûr, tout ce qui est localisation, donc technologie du GPS,
mais également tout ce qui est observation de la Terre. Et enfin, travailler sur associer donc la thématique de la science, comme la science spatiale et l'astronomie, mais également répondre à des problématiques applicatives, défense, sécurité, mais également développement durable ou maritime ou logistique, qui sont des enjeux très forts au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, par rapport à ça, eh ben, on voit que les applications spatiales sont effectivement plus que nécessaires pour plus de 90% des objectifs stratégiques que sont fixés les 8 départements de la Commission de l'Union africaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le spatial, c'est un enjeu clé. Et quelque part, l'Union africaine va également dans le sens de ce qui a été mis en œuvre au terme des politiques spatiales. Donc les raisons pour lesquelles ça s'est accéléré. Il y a bien évidemment une prise de conscience que le spatial n'est pas juste, n'a pas été mis en œuvre uniquement pour des besoins de sécurité et défense, mais également pour des besoins sociétaux. On l'évoquait tout à l'heure, il y a le développement durable, le climat, mais également des besoins commerciaux, je parlais tout à l'heure des acteurs privés, mais tels que l'assurance, les banques, la finance, mais également des enjeux sociétaux tels que la santé, qui sont des enjeux forts, notamment tout ce qui est risque épidémiologique, par exemple, au niveau de l'Afrique. En parallèle de ça, il y a l'effervescence de ce qu'on appelle le New Space. Le New Space, qui est finalement une tendance, c'est issu par les États-Unis, pour lequel aujourd'hui a provoqué 3 disruptions majeures. La première, c'est la réduction des coûts de lancement, notamment au travers de l'acteur SpaceX, que tout le monde connaît, la boîte d'Elon Musk, qui aujourd'hui, globalement, a divisé par 4 le coût du lancement, du prix au kilo, voilà, pour lancer un satellite. Et pourquoi c'est un facteur majeur d'accélération? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le prix de lancement est proportionnel à la masse. Et donc, plus le satellite que vous lancez est petit, moins il coûte cher à lancer. Et en parallèle de ça, il y a une deuxième disruption qui est la miniaturisation des satellites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a un nombre d'acteurs qui ont développé des technologies beaucoup plus réduites, avec un niveau de performance aujourd'hui suffisant pour à la fois répondre à des besoins sociétaux et commerciaux. Et pour information, aujourd'hui, on est capable de mettre sur un instrument optique d'une dizaine de kilos l'équivalent de plusieurs centaines de kilos il y a 8 ans en arrière sur des satellites européens. Et en termes de performance, voilà. Et donc ça vous donne déjà une révolution majeure. Et enfin, il y a effectivement tout ce qui est hybridation avec les technologies du monde numérique, pour lequel, en fait, la donnée issue des satellites n'est pas forcément compréhensible à tous. Et donc, l'usage de l'intelligence artificielle, l'usage de plateformes et surtout l'usage au niveau des interfaces UX/UI pour permettre à des utilisateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de la donnée spatiale de pouvoir extraire l'information de l'imagerie, par exemple, que l'on combinerait, qu'on fusionnerait avec de la donnée de géolocalisation ou de réseaux sociaux, et enfin, en tirer des indicateurs qui permettent à des acteurs privés, gouvernementaux ou institutionnels de pouvoir agir sur thématique. Et par exemple, avoir des indicateurs d'alerte lorsqu'il y a de la déforestation sauvage, lorsqu'il y a de la pêche illégale, ou tout simplement pour s'assurer que l'agriculture intensive ne se fait pas au détriment des ressources en eau qu'a le pays. Voilà. Et tout ça est donc possible parce que le New Space a permis d'associer ces 3 disruptions majeures. Donc concrètement, et je vais parler tout à l'heure d'accélération, donc on voit aujourd'hui que le spatial a lancé donc son premier satellite en 1998, donc c'était l'Égypte, dans le domaine de communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, globalement, la première raison du spatial a été portée par la communication, faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux. Et donc, voilà, et les grandes nations africaines donc, ont réussi donc, à pouvoir mettre en œuvre et lancer de très gros satellites de communication pour pouvoir répondre à ce besoin majeur. Par la suite, en plus de la communication, est arrivé des besoins dans le domaine de l'observation. Et donc là, un certain nombre de pays, comme l'Algérie, le Nigeria, ont envoyé un certain nombre de satellites, ou le Maroc, dans le domaine de l'observation, et toujours avec des approches, donc gros satellites, gros lancements et satellites uniques. Ce qu'on voit apparaître et s'accélérer avec le temps, c'est quoi? C'est au travers du New Space. Et ben, aujourd'hui, il faut savoir qu'un petit satellite en New Space, ça coûte quelques millions, et aujourd'hui, il peut aller très très vite, en moins de 3 ans. Et donc, on voit une accélération où, en haut, vous voyez, 2017, 2018, 2019, vous avez quasiment autant de pays qui ont lancé des satellites que dans les 20 dernières années qui ont précédé. Et donc ça, c'est vraiment la traduction, d'une part, une fois de plus, d'une prise de conscience que le spatial n'est pas forcément un outil de défense, mais également un outil pour répondre à des enjeux sociétaux du pays,
associé à ça, une maturité des technologies du space qui a permis d'accélérer, de déployer, et surtout pour des budgets nettement plus bas que ce qui était nécessaire pour le passé. Et vous voyez sur le tableau de droite l'ensemble des pays qui ont décidé d'envoyer des nanosats pour justement tester cette technologie-là. Et donc, pourquoi ils l'ont fait et qu'est-ce qu'amène le New Space? Comme je disais tout à l'heure, quand je parlais d'enjeux sociétaux, c'est d'abord un moteur d'expansion économique. Pourquoi? Parce que le spatial, notamment les technologies traditionnelles, fournies par des grands champions européens et français en particulier, restent dans des budgets de plusieurs centaines de millions de dollars ou d'euros pour lancer un satellite. Grâce à la maturation du New Space, on est, comme je disais tout à l'heure, à la fois de lancer un satellite pour à peine quelques millions. Mais en plus de ça, comme je disais, avait un enjeu majeur pour ces pays-là, d'associer tout un écosystème et donc d'attirer des talents dans un secteur en pleine expansion. Je répète, l'Afrique, moitié de sa population est jeune, moins de 30 ans, et donc à un moment donné, ça veut dire que l'avenir, c'est eux. Et donc c'est pour ça que la prise de conscience et faire en sorte de préparer des futures générations qui vont créer les futurs champions SpaceX ou Airbus en Afrique était majeure. Et donc le New Space permet d'associer ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a une coopération avec des étudiants des universités qui ont permis justement de faire ça. L'autre point, c'est que le spatial est un moyen, je dirais, d'aller dans le domaine des marchés des applications, où je donnerai quelques chiffres par la suite, et donc de créer des emplois hautement qualifiés. Et donc, quand on associe les politiques digitales qui sont mises en œuvre en Afrique, indépendamment des politiques spatiales, eh ben, c'est un moyen donc d'associer ces deux mondes et de créer des emplois hautement qualifiés, et donc comme ça, faire des produits à forte valeur ajoutée. Accélérer le développement économique du secteur, parce que le spatial, c'est une des rares technologies qui permet d'adresser différents secteurs qui vont à la fois du domaine, bien évidemment, sécurité-défense, également développement, mais également assurance, également maritime, également logistique, également agriculture. Donc, globalement, on peut dire que le spatial touche quasiment tous les secteurs qui composent 80% du PIB africain de manière générale. Et donc, c'est pour ça que l'usage de la donnée spatiale, qu'elle soit observation de la Terre ou géolocalisation, mais également télécom, c'est un moyen de renforcer tout ce qui est proposition de valeur sur des secteurs pour lesquels, comme l'agriculture, l'Afrique est déjà très enclin et représente déjà des parts de marché non négligeables. Et donc, l'usage du spatial ne sera qu'un moyen d'amplifier la valeur ajoutée des services qui sont mis en œuvre. Et un certain nombre de sociétés, notamment dans le domaine de l'assurance, en Afrique, ont créé des produits qui permettent d'aider des agriculteurs à prouver que à travers la donnée spatiale, que s'ils investissent, si les banques leur prêtent des financements pour avoir des moyens de productivité et des rendements agricoles plus importants, qu'au travers de données spatiales archivées, ils vont pouvoir prouver qu'ils ont des terres agricoles fertiles qui leur permet, avec ces moyens techniques, d'avoir une capacité à un rendement plus important et donc de pouvoir garantir le prêt. Et donc ça, c'est un très concret où des sociétés innovantes, agiles, ont pu faire ça à travers de la donnée spatiale et ainsi augmenter le potentiel du PIB agricole dans ce pays-là. Et enfin, profiter du prestige associé à un secteur qui est historiquement perçu comme inaccessible. Je le répète, le New Space peut se faire à partir de quelques millions, contrairement aux projets avec des champions traditionnels, où là, on a plusieurs centaines de millions. Cependant, je tiens à le dire, ce qui est important, c'est que ces projets universitaires, aujourd'hui, suscitent désormais l'intérêt des gouvernants. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'attirer des talents et de préparer la future génération, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience que le New Space, ce n'est pas uniquement devenu, comme par le passé, il y a ses débuts des projets universitaires, mais un moyen de développer de véritables sociétés privées, avec aujourd'hui des valorisations pour ce type de société qui aujourd'hui touchent le milliard. Et ça, c'est une prise de conscience que les marchés associés à ça, et on va y aller juste après, sont vraiment majeurs. Next. Donc, le spatial en Afrique, un potentiel de croissance fort. Je répète, un certain nombre de pays sont déjà lancés. Il y a aujourd'hui dans l'industrie spatiale africaine, donc qui est le fruit de ces politiques spatiales que j'ai citées auparavant, il y a déjà plus de 200, presque 300 entreprises publiques et privées dans 31 pays. Aujourd'hui, la 3/4 de ces pays-là travaillent sur la partie aval, donc tout ce qui est usage. Et ça draine déjà plus de 50 000 employés. On considère aujourd'hui que le marché en Afrique du spatial, c'est de 7 milliards et que d'ici 2 ans, on va globalement ajouter un peu plus de globalement 50%. Voilà. Donc, en gros, le message, c'est que c'est un
une zone du monde pour laquelle la croissance est de plus en plus importante, il y a tout à faire. Juste avant, la plage d'avant, pardon, je voulais souligner que Prométhée, donc jeune start-up française spécialisée en observation de la Terre, New Space, a choisi pour son premier satellite un instrument optique Made in Africa, qui a été réalisé par la société Simera, qui est en Afrique du Sud, pour son premier satellite. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit il est possible en Afrique de construire des champions capables d'adresser des marchés internationaux, ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité. Et aujourd'hui, Simera l'a prouvé, et je suis ravi et fier qu'aujourd'hui, une société française ait choisi, pour son premier satellite qui sera tiré en octobre 2023, d'avoir choisi l'instrument africain pour son premier satellite. Voilà. Et il y a certainement d'autres opportunités pour que la suite viendra. Maintenant, en termes de marché, puisque de quoi on parle? Aujourd'hui, l'observation de la Terre, pour lequel tout reste à faire globalement en Afrique, c'est, comme vous pouvez le voir sur la planche de gauche, à peu près 10 milliards. 10 milliards qui se séparent en données brutes, un peu moins de 2 milliards, et le reste de ce qu'on appelle des services à forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est qu'avec l'arrivée du New Space, qui amène la revisite, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, avec un seul satellite, vous êtes obligé d'attendre 2 à 3 jours pour avoir la même information, et donc extrait du satellite. Demain, avec plusieurs dizaines de satellites, vous pouvez avoir jusqu'à, avec une centaine de satellites environ, une mise à jour de l'information à peu près toutes les demi-heures, avec une vingtaine de satellites toutes les 2 à 3 heures. Et ça, c'est une disruption qui a amené de nouvelles opportunités. Nouvelles opportunités sur différentes thématiques, je l'ai évoqué, mais je le rappelle, dans le domaine des sols, érosion et dégradation des sols, qui est une information majeure pour tout ce qui est sécurité alimentaire, compréhension de la pêche illégale. Aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique subit de plein fouet, notamment dans le golfe de Guinée, des acteurs de pêche qui viennent prendre. Et ça, aujourd'hui, le fait est que les acteurs en charge de la surveillance n'ont pas les moyens de surveiller. C'est pour ça que l'information spatiale est un enjeu majeur pour l'Afrique, pour permettre, parce qu'au-delà de détruire l'écosystème marin de l'Afrique, ça aussi détruit de l'activité et des jobs en Afrique. C'est pour ça que la pêche illégale a des conséquences majeures de plusieurs centaines de millions de dollars par an, parce que ça détruit à la fois l'écosystème naturel, mais également l'activité économique des pays concernés par la zone. Les catastrophes naturelles, je le répète, ça arrive de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. Et pour ça, cette capacité de réactivité que permet le New Space et les constellations est un enjeu majeur. Surveillance de sites, voilà, donc surveiller les projets, les infrastructures, c'est un enjeu majeur. La classification des sols pour comprendre et s'assurer que justement, beaucoup de villes vont se développer, mais à un moment donné, c'est important de savoir qu'on garantit une neutralité des torts pour permettre de lutter contre le réchauffement climatique et pas bétonner partout sans prendre en considération ce point-là. Et enfin, je parlais tout à l'heure de la santé et notamment des risques épidémiologiques pour lesquels beaucoup de coopération a été faite, en particulier avec le CNES, par rapport à des risques. Et enfin, par rapport à la slide d'avant, on voit qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'ensemble des sociétés qui aujourd'hui sont installées dans le monde sur les thématiques de services, vous apercevez que globalement, sur le plan juste avant, voilà, merci, qu'il y a très très peu de sociétés. Et donc, vous pouvez vite comprendre que sur un marché qui va atteindre une centaine de milliards de dollars dans les prochaines années, qu'il y a tout à faire en Afrique pour capter ce marché. Parce que le constat, c'est quoi? C'est qu'à défaut d'avoir des sociétés privées pour répondre aux besoins des gouvernements, des acteurs nationaux, des boîtes privées, ce sont des boîtes non africaines qui répondent à ces besoins. Donc aujourd'hui, mon message, c'est de dire qu'il y a tout. Il y a une belle opportunité à la fois de marché, en concomitance des ambitions spatiales gouvernementales, pour qu'aujourd'hui l'Afrique puisse prendre sa part et justement devenir des champions sur ces thématiques-là. Et ça a été traduit à la conférence où j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir participer. Donc conférence qui a eu lieu donc, en avril dernier donc, sur la thématique New Space, donc à Nairobi au Kenya, et justement pour lequel 12 pays ont pu confirmer et annoncer leurs ambitions, programmes spatiaux, pour justement, ils ont répété 3 choses. 1, l'urgence du climat, et que justement le spatial était un moyen de répondre à ça aux agendas politiques que j'ai évoqués tout à l'heure. 2, la nécessité d'associer l'écosystème. Et enfin, la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, je répète, le digital, et donc ça, c'est majeur. Aujourd'hui, donc voilà, l'Afrique, avec donc, sa jeunesse à tout, et le fait que ça a été conforté par ces politiques. Et là, vous voyez un certain nombre de patrons d'agences spatiales africaines
avec notamment l'Union africaine qui était également présente, eh ben, me laisse penser qu'aujourd'hui, tout est là pour que ça marche. Pour terminer, je dirais que aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour passer des ambitions à la réalisation. Hein, pour résumer, il y a la culture du numérique, l'esprit entrepreneurial, information académique et pour lequel ce genre d'initiative que l'on fait donc, avec la FRIA et la Michemi donc, permettent de renforcer, mais il y a aujourd'hui déjà de très belles universités qui permettent de former des gens. Et enfin, ça a été évoqué par mon partenaire juste avant, la coopération internationale. Aujourd'hui, la France et d'autres pays sont prêtes et ont envie de soutenir le développement de l'Afrique dans le spatial. Donc, tout est fait pour que ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Olivier, nous vous remercions pour ce brillant exposé qui a plu à beaucoup de personnes, car je vois les messages dans le chat. Et je trouve qu'il y a de sens que votre exposé a été très clair, très limpide, et je trouve que c'est un bon message d'encouragement pour le continent africain à se lancer, renforcer leurs activités dans le domaine spatial, avec aux sources des enjeux du développement durable qui vont encourager la jeunesse, adresser les grands défis sociétaux. Donc, merci pour ces messages. Et encore, merci pour votre contribution au CSIAN. Merci à vous. Donc, écoutez, merci pour ces messages. Voilà, donc si j'ai bien compris, donc je suis le dernier speaker, si j'ai bien compris, de cette session. Oui, nous donnerons la parole en quelques minutes. Et une fois les habitués, nous aurons quelques minutes pour prendre le temps de quelques questions, parce que nous avons encore 20 minutes. Et avant de conclure la session, nous approcherons la suivante. Mais en tout cas, M. Ndiaye, bien sûr, si vous avez un message à passer, vous êtes bienvenu. Très bien. Allez-y. Bien, donc quelques mots ici des équipes. Donc, nous sommes extrêmement heureux ici d'avoir pu écouter à la délégation ministérielle pour l'intelligence artificielle avec 8 collaborateurs, donc ces excellents exposés. Je suis à la fois impressionné par les entrepreneurs qui se sont exprimés et bien entendu aussi par le travail tout à fait remarquable qui a été fait par Prométhée et par l'AFRIA. Bravo, monsieur le professeur Eric Adja, madame Gibon, et un grand merci aussi aux autorités locales d'AENO. En France, nous avons, vous l'avez vu, un nouveau gouvernement. On a d'ailleurs, le Premier ministre a confié à madame Justine Bénin, qui a le nom d'un pays d'Afrique, mais qui est originaire des Antilles, une responsabilité importante, qui est le ministre en charge de la mer auprès du Premier ministre. Nous sommes dans une phase où nous allons pouvoir découvrir comment s'articule la nouvelle politique spatiale. On est certain que nous serons très proches de l'Afrique et tous les messages qu'on a entendus sur les suites de Nairobi dans cette conférence francophone sont importants. Merci d'avoir rappelé que c'est en avril cette année que s'est rencontré en Afrique anglophone le cœur de l'économie spatiale africaine et le résumé qui en a été fait, aussi quelques chiffres totalement actualisés qui sont dans le cycle supérieur d'intelligence artificielle sont utiles. Je voudrais simplement conclure ce soutien à notre cycle supérieur d'intelligence artificielle en signalant que nous aurons une prochaine édition qui sera normalement au Maroc à Rabat avec l'école polytechnique de ce pays et qui sera donc au 30 juin et qui portera plutôt sur les sujets de sécurité et que je vais aider à animer. Un grand merci à monsieur le maire d'Aéo d'avoir été aujourd'hui présent,
Je sais qu'il y a 3 ans, nous avons failli faire une conférence de lancement de la FRIA au sol au Togo, en respectant notamment l'histoire impériale de sa cité. Au dernier moment, nous avions été amenés à l'annuler, et donc je suis extrêmement content que grâce au professeur Eric Adja et grâce à toutes les autorités locales, il ait été possible d'établir ce lien très très fort avec le Togo. Je suis ici avec monsieur Eric Thierry Tabi, qui est du Cameroun, qui fait son doctorat à la Sorbonne et qui va nous aider aussi avec madame Gibon à préparer l'événement du Maroc. Bonne poursuite du cycle supérieur d'intelligence artificielle New Space Africa. Merci, M. le Président, pour ce mot, pour avoir également rappelé l'actualité française dans le projet de notre future conférence, parce que comme indiqué, le CSIANA, c'est un site. Donc, nous avons déjà commencé à préparer la session suivante pour le gouvernement qui tiendra au Maroc. Et donc, merci pour les remerciements qui ont été adressés à tous les organisateurs et les nouveaux encouragements. Donc, une fois n'est pas coutume, nous avons encore 15 minutes devant nous pour pouvoir prendre quelques questions. Et donc, nous invitons toutes les personnes qui auraient des interrogations sur nos intervenants à les soumettre dans le chat. Et bien sûr, les personnes qui sont présentes dans la salle à lever la main, nous leur apporterons un micro afin que nous puissions prendre connaissance des questions et vous nous inviterez bien sûr pour quel intervenant plus précisément vous souhaitez l'adresser. Donc, c'est à vous, messieurs et madame les participants, à vos questions. Ok, ensuite on a monsieur. Et puis il y a quelqu'un derrière. Ok, c'est bon. Donc on a 3 questions. Nous avons des questions qui sont dans la salle. Nous allons pouvoir les adresser. Nous allons donner le micro à la première personne. Bon, vous allez, pour prioriser les gens en ligne, vous allez parler juste un peu fort dans le téléphone. Allez-y. Et tout d'abord, j'aimerais remercier l'opportunité qu'on nous a donnée ce soir d'être ici pour suivre la formation. Et je vais dire que durant la formation, ce que j'ai appris, c'est qu'on nous a encouragés pour la technologie spatiale et l'intelligence artificielle. Et de plus, on nous a inculqué sur les conséquences en utilisant cette technologie. Ma question est de savoir quelle différence y a-t-il entre la technologie spatiale et l'intelligence artificielle? Oui. J'espère que vous avez entendu la question qui a été adressée ici. Donc, quelle est la différence entre les technologies spatiales et l'IA? Je pense que nous avons en ligne des experts à l'école pour y répondre. Il y a quelques de Donc, quand on parle de technologie spatiale, on pense à toutes les technologies qui sont envoyées dans l'espace. Donc, il y en a des très grands noms, il y en a qu'on connaît qui sont proposés par les grands acteurs de l'industrie spatiale. Donc, on pense aux énormes satellites qui permettent d'avoir des analyses sur des thématiques
un peu plus diverses que l'observation de la Terre, donc je pense à l'observation de Mars, l'observation de la Lune, etc. Et aussi, par exemple, de pouvoir savoir quelles sont les origines de la Terre, nous, les étoiles, etc. Donc là-dessus, on est sur des technologies très spécifiques et coûteuses et qui, jusqu'à tout récemment, n'utilisaient pas nécessairement de l'intelligence artificielle, mais c'était vraiment des technologies qui étaient spécifiques à ce domaine spatial et vraiment pour répondre à des enjeux spécifiques. Comme M. Nguyen l'a très brillamment expliqué, le MISPRE, c'est tout simplement de faire de ces technologies spatiales des possibilités pour qu'elles soient utilisées avec les technologies qu'on a aujourd'hui sur Terre et qu'on utilise parmi les entreprises. Donc on peut parler de l'IoT, on peut parler de l'intelligence artificielle, on peut même aller un peu plus loin avec la blockchain, parce que tout simplement les informations qui sont collectées par les différents satellites, et notamment les nanosatellites, donc les satellites miniaturisés, c'est tout simplement de la donnée. Parce que si je prends le cas spécifique de l'intelligence artificielle, ce que c'est tout simplement l'exploitation de la donnée et peu importe d'où est-ce qu'elle vient. Donc cette donnée, qu'elle vienne du spatial, elle va être exploitée par l'IA, donc tout simplement, c'est l'exploitation des données, des technologies qui viennent du spatial, mais par une technologie, on va dire, entre guillemets, terrestre. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, c'est finalement un lien, et on va dire un lien et une utilisation conjointe de ces technologies. Dans la question suivante. OK. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci aux organisateurs. Je vais droit à ma question. Un intervenant tout à l'heure parlait de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui prévoit ceci, permettre à l'Afrique de devenir une puissance spatiale mondiale à l'horizon 2063. Alors, je me demande si c'est une vision ou c'est un objectif à atteindre. Ensuite, est-ce que l'Afrique a les moyens humains, financiers, technologiques, matériels pour atteindre cet objectif si c'est un objectif fixé? Ou bien l'Afrique va encore se rabattre sur les pays occidentaux, asiatiques et autres, et à quel prix? Merci. Donc, je pense que la question est pour moi, donc je vais tâcher simplement. Donc, oui, c'est une ambition. Aujourd'hui, c'est 2063, donc c'est une ambition. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a, je dirais, les ressources et la capacité de pouvoir apprendre et de pouvoir et les financements pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, l'Europe a annoncé doter par exemple l'Union africaine de 600 millions d'euros pour répondre à des problématiques sécuritaires d'urgence. L'Agence française de développement, l'AFD, injecte chaque année 8 milliards d'euros pour soutenir un ensemble de projets. Et dans une discussion que nous avons eue avec le Trésor français, fait qu'aujourd'hui, sur des projets, même dans le domaine du spatial, peuvent être soutenus financièrement par la France pour aider au financement de la mise en place de capacités d'infrastructures spatiales et surtout de transfert de technologies et de formation pour permettre aux pays africains de développer à la fois tout l'écosystème pour à terme pouvoir concevoir ses propres infrastructures, mais surtout développer toutes les applications qui permettront de rentrer sur le marché estimé aujourd'hui à plusieurs milliards. Donc aujourd'hui, je dirais que toutes les conditions sont réunies pour que l'Afrique puisse atteindre cet objectif. Maintenant, c'est toujours dans l'exécution qu'il y a des gros challenges et de fait de mettre d'accord tous les pays pour avancer. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que à la conférence de Nairobi auquel j'ai eu la chance de participer, j'ai vu une volonté, une ambition affichée très clairement de 12 nations qui étaient présentes, de dire « nous, on veut y aller, on y va ». Et aujourd'hui, la coopération internationale est un moyen, au travers de transferts technologiques et de formation, pour pouvoir permettre d'ici 2063 d'avoir les ressources prêtes pour justement à la fois répondre aux besoins souverains, mais également de profiter du marché commercial en pleine expansion.
D'accord. Excusez-moi si je peux ajouter à ce que M. Nguyen vient de dire. Donc, parlant des ressources disponibles, nous avons des pays comme l'Afrique du Sud, dont leur industrie spatiale est beaucoup plus développée. Mais quand nous venons dans certains pays, comme très souvent les pays francophones, il y a eu un petit retard par rapport aux pays, à certains pays anglophones. Donc, d'où le besoin d'avoir cette coopération internationale ou bien cette collaboration qui est en place. Mais également, l'Union africaine travaille sur l'Agence spatiale africaine, donc ils ont lancé, qui a été approuvé par l'Union africaine, donc qui est en construction, et donc ça sera localisé en Égypte, donc qui sera lancé très bientôt. Et une fois que l'Agence spatiale africaine sera lancée, donc l'Agence spatiale africaine sera en charge des projets liés au secteur de l'espace qui seront portés par des pays africains. Donc, pour conclure, c'est pour dire que pour certains pays qui sont très avancés dans le secteur de l'espace, ils n'ont pas besoin des coopérations des coopérations internationales au même titre que les pays qui viennent de débuter, mais quand même, tout ça, c'est un processus. Donc, on espère que jusqu'en 2063, les pays africains arriveront à un niveau où ils peuvent s'autosuffire. Merci à vous. Alors, bonsoir et merci de m'avoir donné l'opportunité de poser ma question. Je m'adresse au premier intervenant, s'il est en ligne, s'il vous plaît. Il a dit par rapport à la question spatiale, les Américains ont choisi le côté citoyen, les Chinois étatiques et les Européens humanitaires. Et les Africains ont choisi ou bien ont pris comme modèle l'approche humanitaire. Je me demande pourquoi. Parce que l'Afrique a une population jeune, donc nous on a besoin des choses qui soient utiles à cette jeunesse. La deuxième question est la suivante. Les satellites sont sur nos têtes et nous ne sommes pas encore en 2063, mais les débris tombent déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'ils ont des moyens ou bien la communauté qui travaille a des moyens pour empêcher les débris de revenir sur la Terre. Si il y a des moyens comme ça, il faut que les Africains qui sont en voie ou bien qui vont vers le spatial mettent en œuvre en même temps ces moyens. La troisième question est la suivante. Je voudrais qu'on me dise tout à l'heure un domaine ou bien une réalisation précise qui sera bénéfique à nous, moi, le commun des mortels, ou bien l'homme, ou bien à la population, quelque chose que cette énergie ou bien ce développement va apporter à l'Afrique. Parce qu'on parle de l'aéronautique, on parle de, je sais pas, mais nous, par exemple, nous sommes dans le néant. Par exemple, quand on va créer un téléphone portable, on sait qu'on va appeler avec, ça va nous servir. Mais on parle du spatial. Peut-être que ce sont les riches qui vont prendre l'avion, qui vont en profiter. Et nous, merci beaucoup. Merci à l'intervenant pour ces questions pertinentes. Et en réalité, pour répondre à la première question, donc je précise à nouveau qu'il s'agit d'approche générale, généraliste, c'est-à-dire les États-Unis avec une approche centrée sur l'économie, donc sur les entreprises, donc la collecte de données au profit des entreprises comme les Google, Amazon, Facebook, et pour justement permettre d'enrichir l'expérience client. L'approche chinoise qui est beaucoup plus étatique, donc centralisante, pour permettre à l'État d'atteindre justement, enfin de jouer son rôle régalien, surtout en termes de sécurité, en termes de contrôle des populations et des foules. Et l'approche européenne semble beaucoup plus celle des données personnelles, donc du respect
de la vie privée, du respect des libertés. Ce sont des grilles d'analyse générales qui ne résument pas tout le propos, mais qui donnent des traits pertinents, des traits principaux. Et justement, mon propos était d'inscrire l'Afrique dans un choix de modèle qui soit original, qui ne soit pas forcément la copie conforme de l'une ou l'autre de ces trois approches, mais justement une vision africaine de l'IA qui puisse fondamentalement s'inspirer du modèle européen. Pourquoi? Parce que c'est un modèle humaniste qui donne la priorité au respect des libertés, au respect de la vie privée et surtout au respect de l'humain comme étant l'alpha et l'oméga de la technologie. Mais il est clair que cette approche n'épuise pas le débat parce que nous avons besoin aussi d'économie, nous avons besoin aussi de sécurité. Donc, il s'agirait d'un mix de ces trois approches pour justement satisfaire les besoins économiques de l'Afrique, les besoins de croissance de l'Afrique, satisfaire les besoins de sécurité de l'Afrique, tout en satisfaisant aussi les besoins de liberté des populations. Donc, c'est toute une alchimie qu'il faut trouver. Je ne parlerai pas de quadrature du cercle, mais justement là réside la capacité d'innovation des dirigeants africains pour trouver des modèles qui soient originaux et qui puissent répondre aux besoins des États, qui puissent répondre aux besoins des populations pour justement créer de la richesse à travers des entreprises, créer de la sécurité à travers donc, le rôle de l'État, le rôle régalien, mais aussi justement veiller au respect des libertés démocratiques pour les citoyens, africains. Donc c'est un peu le propos qui était le mien. Et la question concernant Madame Kébé, je pense qu'elle n'est pas, je ne sais pas si elle est en ligne, mais en fait, la question est intéressante par rapport aux débris spatiaux. Mais justement, la présence des débris spatiaux n'empêche pas l'aventure spatiale africaine, puisque justement des mesures correctives sont en train d'être trouvées pour voir comment gérer ces déchets spatiaux qui constituent un véritable problème, il faut le reconnaître, l'un n'empêchant pas l'autre. L'idée, c'est trouver des équilibres, trouver des points d'ancrage permettant justement à l'Afrique de pouvoir aussi entrer dans la conquête spatiale, comme en a parlé si brillamment M. Nguyen de Prométhée, bien sûr, tout en trouvant aussi les mesures nécessaires par rapport à l'environnement, par rapport donc justement à l'hygiène géospatiale, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, c'est toute une question qui reste ouverte et qui pourrait faire l'objet justement d'une autre discussion, d'une autre session, parce que j'imagine que nous allons à la fin de cette session déjà, vu l'heure, et je voudrais peut-être repasser la parole à Neho sur le terrain, donc à l'équipe de la FRIA sur le terrain, à la directrice exécutive pour conclure cette session, puisque nous avons eu des échanges très riches. Et je voudrais remercier tous les participants, tous les intervenants et surtout nos partenaires, la Michemi et Prométhée pour ce bel exercice qui continue, qui a commencé depuis Ouida, n'est-ce pas, en février, et qui continue et avec Anejo aujourd'hui et en juin, le Maroc. Là, je retourne la parole à la régie, à Anejo. Je vous remercie. Merci, Dr. Aja. Merci également, M. Nguyen et M. Mbouba pour vos réponses. Alors, je vois des questions qui sont fort intéressantes aussi bien sur place ici que dans le chat. Nous allons bien sûr poursuivre les débats, mais le temps c'est défaut. Néanmoins, puisque nous avons pris le temps de poser des questions, juste je vais donner quelques éléments de réponse rapide avant de conclure, puisque finalement, beaucoup de ces questions sont adressées à nos experts qui sont aujourd'hui en ligne du MINSPEC et qui demandent comment le MINSPEC peut aider à prévenir l'érosion frontière, comment prévenir le terrorisme, etc. Donc, effectivement, le MINSPEC a beaucoup de réponses à
ces problématiques, puisque, comme expliqué avec nos 4 experts du terrain, le NewSpace a des spécificités, des terrains d'intervention qui sont assez divers et variés. Et bien sûr, des solutions existent dans ces thématiques et les entreprises existantes sont parfois spécialisées. Donc, sans faire de publicité aucune, chacun des intervenants présents a des éléments de réponse, tout comme d'autres sur le marché peuvent le faire. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, sur l'érosion côtière, Prométhée travaille beaucoup parce qu'elle est beaucoup sur les problématiques du climat. Sodaer, par tous les réseaux qu'il a, va permettre aussi d'adresser ces problèmes maritimes, de sûreté, de sécurité. On a d'autres entreprises qui sont spécialisées dans la sûreté maritime, je pense notamment à Technair. Donc, vraiment, il y a tout un réseau que Sodaer, entre autres, a un rôle ici et arrive à mettre en relation et à présenter. Prométhée également, puisque Prométhée fait partie de l'Alliance NewSpace en France qui permet de mettre en avant tous les acteurs de ce domaine. Donc, des éléments de réponse sont là et ces personnes, bien sûr, qui ont donné dans leur chat des coordonnées et qui sont bien sûr disposées à nous répondre à ces questions pour compléter mes propos. Et en tout cas, on est vraiment ravis de voir toutes ces questions qui sont de votre intérêt. Et nous sommes aussi également déçus de pouvoir parler davantage et répondre à toutes vos questions parce qu'elles sont toutes très très pertinentes. En tout cas, nous vous remercions toutes et tous d'être venus, d'avoir participé et contribué au succès de cette 4e édition. Bien sûr, nous remercions à nouveau Monsieur le maire, toute l'équipe d'Améo qui nous a accueillis ici, vous, messieurs des participants sur place qui a fait le déplacement. On salue toutes les équipes qui ont contribué physiquement et à distance à cette mise en œuvre. Donc, nous avons l'équipe de la filière Bénin qui est spécifiquement sur place pour s'occuper de ces éléments. Nous avons monsieur le préfet, représentant de la Michimi qui est à Diamant. Et bien sûr, nous avons notre partenaire Prométhée qui est notre représentant d'unité, qui initie un petit peu toutes ces activités autour du spatial et de l'IA. Et ce que nous souhaiterions faire, c'est que pour conclure cette session, nous voudrons donner à M. Nguyen la parole pour qu'il puisse conclure et que nous puissions vous saluer. M. Nguyen. Merci beaucoup. Mais écoutez, je me joins à mes collègues, à mes partenaires donc, pour remercier. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ma présentation des politiques spatiales n'avait pas vocation à être exhaustive, mais les choses avancent et ce qui est plutôt bon signe. Donc, je pense qu'il faut garder en tête que même si tout ne va pas à la vitesse que l'on souhaiterait, en tout cas que la jeune génération souhaiterait, il y a en tout cas beaucoup d'éléments qui permettent d'être encourageants, qui permettent d'être positifs et de se dire qu'en 2063, l'agenda qui a été annoncé par l'Union africaine peut être réalisable. Et les enjeux environnementaux et les enjeux donc, liés à la lutte contre le réchauffement climatique est majeur. Et aujourd'hui, tout est possible pour que ça marche. Donc, au travers du CIANA, vous prenez part à une partie de cette ambition, même modeste, mais en tout cas, tout est fait pour qu'au travers de toutes ces présentations, vous puissiez donc en savoir plus et surtout permettre chacun à son niveau pouvoir avoir un impact sur ces éléments-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, même si effectivement les programmes spatiaux sont dans les mains des pouvoirs publics, le fait est qu'à la fin du fin, l'enjeu et l'usage de ces informations et de ces données en particulier sera donc dans les mains de tous et chacun à son niveau peut contribuer à l'amélioration. Voilà. Et aujourd'hui, je crois à la jeunesse, je crois à l'esprit entrepreneuriat. J'ai pu le voir moi-même dans différentes missions en Afrique auxquelles j'ai eu la chance de pouvoir visiter. Et donc voilà, donc je terminerai par je remercie nos partenaires de la Michimi, en particulier de la FRIA, pour l'organisation de cet événement mensuel. Merci à vous, Madame Gibon, d'avoir animé cette session. Merci aux équipes pour la logistique. Et merci à ceux que j'ai oublié de mentionner, mais qui permettent au CIANA d'être passé si vite d'une simple idée à la réalisation. Bonne continuation aux auditrices et aux auditeurs. Voilà. Et je terminerai par une phrase pour justement pour rester donc positif. Voilà. Le futur peut faire entre guillemets peur ou ne pas faire rêver, mais à la fin du fin, ce sont vos rêves qui feront le futur. Donc tout est possible. Maintenant, il suffit d'y croire et il faut y aller. Merci.